Le soin, ce n'est pas juste une série de gestes techniques, loin de là. C'est avant tout une relation humaine. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment une communication vraiment bienveillante est au cœur de tout pour accompagner nos aînés avec dignité. En fait, c'est ça la bientraitance. Un soin qui commence par l'oreille, par l'écoute. Alors je pose une question qui a l'air toute simple comme ça. Qu'est-ce qui est plus important que les mots? Qu'est-ce qui, dans une conversation, peut être encore plus fort, avoir plus de sens que les mots qu'on choisit? C'est une bonne question, non? Gardez-la bien dans un coin de votre tête. Parce que la réponse, elle est la clé de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà, on y est. La communication. Le fondement. Parce que oui, tout part de là. Faut pas voir la communication comme un simple outil, vous savez. Non, c'est bien plus que ça. C'est la base. Ce sont les fondations sur lesquelles on va construire toute la relation de soins. C'est grâce à elles qu'on va créer ce climat de confiance, de sécurité, qui est juste indispensable au quotidien. Alors concrètement, une bonne communication, qu'est-ce que c'est? C'est tout un ensemble. Ça va bien au-delà de ce qu'on dit. Bien sûr, parler calmement, utiliser des mots simples, c'est la base. Mais l'essentiel, souvent, il n'est pas là. Il est dans tout le reste. Le regard, les gestes, qui doivent être doux, le sourire, la posture. En fait, c'est tout notre corps qui parle. Et croyez-moi, face à quelqu'un d'anxieux ou un peu perdu, le corps en dit souvent bien plus que la bouche. Et puis il y a un détail, qui n'en est pas un. Le vouvoiement. Dire « madame »,« monsieur », ça peut paraître évident, mais c'est tellement important. Le respect, il commence vraiment là, dans la façon dont on s'adresse à la personne. C'est une manière de reconnaître l'adulte qu'on a en face de soi, avec toute son histoire. C'est la première chose à faire pour éviter de tomber dans l'infantilisation. C'est un acte de respect, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a vu ces techniques, on va aller un peu plus loin. On va voir comment tout ça s'inscrit dans des principes, des philosophies de soins. Parce que l'idée, ce n'est pas juste d'appliquer des règles bêtement, c'est d'adopter une vraie manière de penser, une approche qui va transformer le soin en une vraie relation. Et au cœur de tout ça, il y a un mot, l'empathie. Attention, l'empathie, ce n'est pas la sympathie. Ce n'est pas juste être triste pour l'autre. Non, c'est essayer de se mettre à sa place, de comprendre ce qu'il ressent, de ressentir avec lui. C'est vraiment ça qui permet de créer un pont, de faire comprendre à la personne qu'on la comprend, qu'on valide ce qu'elle est en train de vivre. D'ailleurs, il y a une approche qui incarne ça à la perfection. Ça s'appelle l'humanitude. Le nom est assez parlant, non? L'idée, c'est de remettre l'humain au centre du soin. C'est une philosophie, une façon de faire qui vise à injecter de la douceur, du respect, même dans les gestes les plus techniques, les plus quotidiens. Et cette approche, elle repose sur 4 piliers, très très concrets. D'abord, le regard, c'est le premier contact, ce qui crée le lien. Ensuite, la parole, on annonce toujours ce qu'on va faire, on explique, on rassure. Le toucher, 3e pilier, qui doit être à la fois professionnel mais aussi tendre. Et enfin, le 4e, la verticalité, c'est-à-dire aider la personne à se tenir debout le plus possible. C'est fondamental pour son autonomie et sa dignité. À côté de l'humanitude, qui est très centrée sur le geste de soin, il y a un autre outil hyper puissant, mais cette fois centré sur les mots, la communication non violente, la fameuse CNV. Son but, c'est simple, désamorcer les tensions, éviter les conflits. Comment? En créant un échange plus authentique, où chacun peut parler de ses besoins et écouter ceux de l'autre. Le tout, bien sûr, dans le respect. La méthode est super structurée, en 4 étapes. Ça aide beaucoup. D'abord, on observe les faits. Juste les faits, sans aucun jugement. Étape 2, on exprime le sentiment, ce que ça nous fait ressentir. 3e étape, on cherche le besoin, qui se cache derrière ce sentiment. Et enfin, on formule une demande. Mais une demande claire, concrète et positive. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue pour le cœur. Et ça peut vraiment tout changer dans une situation qui commence à être tendue. Maintenant, il faut qu'on parle de l'inverse. Parce que quand tous ces principes de bienveillance ne sont pas là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est l'opposé du soin. On va parler de maltraitance. C'est un sujet lourd, je sais, mais c'est crucial de bien comprendre ce que c'est pour pouvoir le combattre. L'Organisation mondiale de la santé nous donne une définition très claire. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce double aspect. La maltraitance, ça peut être un acte qu'on commet, comme un coup, une insulte, mais ça peut aussi être une omission, quelque chose qu'on ne fait pas, un oubli. En gros, c'est tout ce qui va compromettre la santé, les droits ou les besoins d'une personne, que ce soit par une action ou par une absence d'action. Et cette maltraitance, malheureusement, elle a plusieurs visages. On pense tout de suite à la maltraitance physique, évidemment, mais il y a aussi la psychologique, les insultes, le fait d'ignorer quelqu'un, c'est tout aussi violent. Il y a la matérielle, comme le vol, la médicamenteuse, avec les erreurs de traitement, et puis il y a la négligence, oublier de donner à boire, ne pas faire les soins d'hygiène, c'est une forme plus passive, mais les dégâts sont tout aussi terribles. Et là, il y a un point qui est super important à comprendre. C'est la différence entre la maltraitance volontaire et involontaire.
Parfois, la personne a l'intention de nuire, c'est clair. Mais souvent, l'acte maltraitant, il est involontaire. La personne ne veut pas faire de mal, mais elle le fait. Par manque de temps, parce qu'elle est épuisée, pas assez formée, manque de moyens. L'intention n'y est pas, mais le résultat elle-même, pour la personne qui subit, la souffrance, elle, est bien là. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour savoir, comment on peut protéger les gens? Eh bien, ça passe par notre capacité à être attentif, à repérer les petits signes, les signaux d'alerte, ces changements de comportement qui doivent tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. Alors, quels sont ces signes? Eh bien, ça peut être une peur constante, une tristesse qui s'installe, une personne qui se replie sur elle-même, ça peut être une perte d'appétit, une agressivité qui n'existait pas avant, des cauchemars. Vraiment, aucun de ces changements n'est anodin. Il ne faut jamais les ignorer. Souvent, c'est la seule façon pour la personne d'exprimer une souffrance qu'elle ne peut pas dire avec des mots. Ok, donc on sait reconnaître les signes, c'est la première étape. Mais la deuxième, qui est tout aussi importante, c'est de savoir quoi faire. Parce que quand on a une suspicion de maltraitance, on n'a pas le choix. On a un devoir, une obligation d'agir. Et pour agir, il y a un numéro à connaître par cœur. Le voici, 3977. C'est le numéro national pour l'écoute et le signalement de la maltraitance, que ce soit pour les personnes âgées ou les adultes en situation de handicap. C'est vraiment le numéro à avoir en tête. Parce qu'il faut être très clair, ne rien dire, ce n'est pas une option. Et la loi est formelle là-dessus. Ne pas signaler une situation de maltraitance, c'est un délit. On risque gros. Ça montre bien qu'on a tous une obligation de protéger les plus fragiles. C'est une responsabilité morale, bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité légale. Alors, concrètement, on fait quoi? La procédure est simple et claire. Premièrement, on écoute la personne. Et surtout, sans la juger. Deuxièmement, point super important, on ne promet jamais de garder le secret. Jamais. Ça enfermerait la personne et sa parole. Ensuite, si on est un professionnel, on informe son supérieur hiérarchique. Et dans tous les cas, la dernière étape, c'est d'appeler les services compétents. Le fameux 3977. Et on va finir avec cette question pour réfléchir un peu. La bientraitance, n'est-ce pas au fond la responsabilité de chacun d'entre nous? Oui, le soin technique, c'est pour les professionnels, mais la bienveillance, le respect, le fait d'être attentif aux autres, ça, c'est l'affaire de tous. La façon dont une société traite ses aînés, ça en dit long sur elle. C'est une idée à garder en tête, je crois.